Salut à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre émission d'inspiration et de motivation Leitmotiv. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un jeune qui, depuis l'âge de 16 ans, a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat humanitaire, presque un sacerdoce pour lui. La vie des enfants talibés ici au Sénégal est devenue sa raison de vivre. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Djibril, bonsoir. Bonsoir Corinne. C'est un plaisir de te recevoir dans Leitmotiv. Tout le plaisir pour moi. Alors, tu es un jeune Sénégalais qui a décidé depuis quelques années de te lancer dans l'humanitaire. Alors, Djibril, comment se passe ton enfance? Mouvementé, agité, difficile. Pourquoi? Parce que je vais faire face à un dilemme entre le football et les études. Moi, je militais pour le football. Je voulais vraiment être un joueur de football. Et mes parents voulaient que je me concentre sur les études. Donc c'était un peu difficile de les convaincre, raison pour laquelle à un moment donné le football a pris le dessus sur les études, ce qui m'a un peu retardé même. Et je me rappelle bien, à un moment donné, il m'arrivait d'avoir des accrochages avec mon père, parce que lui, il me disait souvent que seules les études constituaient l'avenir. Donc voilà. C'est clair que c'est une bonne base, les études. Voilà. Ça ne sert à rien d'être un joueur de foot, effectivement, voilà. si tu n'as pas une base solide. Voilà. Donc j'ai eu des accrochages avec lui, mais maintenant voilà, je vois le résultat. Comme on dit souvent, qui aime bien châtie bien. Donc je pense que j'ai fait le bon choix à un moment donné de respecter leurs décisions en me concentrant sur les études et d'avoir le baccalauréat pour ensuite voir ce que je vais faire. Tout à fait. Donc, je remercie au passage mes parents qui m'ont vraiment secoué et m'ont orienté parce que c'était vraiment difficile. Je me rappelle aussi, pendant l'année scolaire, il y avait mes amis qui sortaient faire le thé la nuit. On m'interdisait cela, ça me faisait mal. Moi, je suis un anticonformiste. Ça me faisait mal de ne pas pouvoir sortir, faire du thé avec les amis. Mais j'étais insouciant, raison pour laquelle, parce que en période d'année scolaire, je pense que si j'étais sorti pour faire le thé à 23h puis aller à l'école à 8h, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Je n'en serais pas là aujourd'hui. Peut-être que j'aurais pris quelqu'un d'autre pour parler à ma place parce que je n'allais pas parler français. Exactement. Voilà. Quel genre d'élève étais-tu à l'école? Au début, j'étais brillant. Au début, j'étais brillant, mais à un moment donné, j'ai sombré. Parce que j'étais plus... À quel moment? Au moment où je faisais la classe de 3e, parce que j'étais plus dominé par le football et voilà. Ton esprit, le football avait complètement pris ton esprit. Ça m'avait dominé. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sombrer. Et voilà, à un moment donné, je me suis dit là, il faut que mes parents avaient raison. Il faut que je fasse tout pour avoir le baccalauréat et maintenant passer à autre chose, voir quelle voie prendre après le bac. Dans ton enfance, avais-tu des modèles à qui tu voulais ressembler? Oui, mon frère, Habibou Bokoum, parce qu'il dégageait un certain charisme, avec un sens de responsabilité, de professionnalisme. Donc c'est lui mon idole en fait, ma référence. J'ai toujours suivi ses pas, il m'inspire beaucoup. Voilà, j'ai pas cherché loin dans la famille. Alors après ton bac, qu'est-ce que tu décides de faire? Après mon bac, j'ai décidé d'aller suivre une formation en marketing communication à l'UQAM au Saint-Michel. Et c'est là-bas que j'ai eu ma licence. Et actuellement, je suis à l'école BEM où je suis une formation de marketing et stratégie commerciale.
pour avoir mon master. D'accord. Alors, d'où te vient cette idée justement de créer ton association? Partant du constat que ces enfants sont marginalisés, moi je n'aime pas l'injustice. Donc quand j'allais tout petit, quand j'allais à l'école, je voyais ces enfants qui faisaient la mendicité. Nous avions la chance d'aller à l'école et de bien manger et d'être avec nos parents. Donc je me suis dit, que devais-je faire pour aider ces enfants talibés sans moyens? C'est là que l'idée m'est venue de créer une petite équipe et de faire certaines actions, de petites actions je veux dire. Et c'est là qu'en 2009, que l'idée a pris forme et que j'ai commencé à faire des actions comme collecter des habits qui ne demandent pas des moyens, juste une bonne communication, ce que j'ai fait et ça a réussi. Mais malheureusement, la première remise ne s'est pas trop bien passée parce que ceux qui m'ont aidé pour cette collecte attendaient les images et j'ai donné rendez-vous pour les images même. Et une fois au Dara, pendant la remise, j'ai sorti mon appareil photo et le marabout a dit niet, que je n'allais pas prendre de photos. Pourquoi? Parce qu'il y avait des arnaqueurs qui faisaient cela, qui venaient prendre des photos, prendre la liste des talibés, faire de bonnes promesses et puis partir quoi. Donc ils étaient vraiment réticents face à cela. Raison pour laquelle à un moment donné, je me suis dit waouh, c'est difficile. Moi, j'essaie d'avoir ma première bonne action. Tout à fait. Et tout. Et là, j'ai pas la possibilité de prendre... on te met des bâtons dans le roue. Voilà, j'ai pas la possibilité de prendre les photos. Parce que les photos, c'est le témoignage. C'est le témoignage. Le témoignage. Et voilà, je me dis quoi faire. Mais à un moment donné, je me suis dit, je ne dois pas laisser ce Dara. Parce qu'il a connu une mauvaise expérience. Et si moi, je décide d'aller voir ailleurs, ils vont dire que voilà, ils vont le mettre dans un même lot. Donc je me suis dit non, c'est pas grave, je vais rester ici, continuer là-bas mes actions, parce que ça ne servait à rien aussi d'aller dans d'autres Dara, se disperser. Donc je me suis dit que je vais me concentrer sur ce Dara-là, faire des actions, et peut-être qu'un jour, il va changer. Et là maintenant, je peux prendre des photos, des vidéos. Là, tu es à l'aise, parce qu'il y a une confiance, qui s'est créée. Raison pour laquelle il faut être patient et voilà, faire bien les choses, tenir un langage de vérité et ne pas être dévié. D'accord. Alors justement, est-ce qu'au niveau justement de ces talibés, parce que ces talibés, ils vivent chez les marabouts, est-ce que ça s'est toujours bien passé avec ces marabouts? Avec ces marabouts, oui et non. Parce qu'il y a des marabouts qui vivent au XVe siècle, qui pensent que les enfants talibés doivent juste apprendre le Coran, aller manger et puis revenir. Ils savent pas que voilà, il faut un complément à ces enfants comme les études, comme la formation, pour qu'ils puissent avoir un avenir garanti. Il y a quand même des marabouts qui adhèrent à notre projet et cela nous aide beaucoup, nous avons cette chance. Mais quand même, il faut être clair et précis avec ces marabouts qui sont parfois un peu difficiles, d'autres qui sont là juste pour leur intérêt. Mais quand même, nous avons l'expérience parce que maintenant nous avons 8 ans, nous savons comment parler avec eux, comment arriver à les convaincre. Voilà. Alors, qu'est-ce que tes parents en pensaient? Est-ce qu'ils étaient d'accord? Est-ce qu'ils t'ont soutenu? Beaucoup soutenu. Ils m'ont beaucoup soutenu. Je pense que si l'association en est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à eux. Mais ils n'avaient pas peur que tu oublies peut-être tes études en créant cette association et que tu te focalises plus là-dessus? Non, du tout. Je m'organisais bien pour faire des actions le week-end et me concentrer sur mes études pendant la semaine. D'accord. Raconte-nous un peu comment tu t'y prenais pour convaincre des personnes à pouvoir t'aider justement. Je tiens toujours un langage de vérité. Et je leur montre des actions que j'ai eu à faire pour les inciter à faire de même et nous rejoindre. Comme je le dis souvent, les mots sensibilisent, mais les actions entraînent. Je me rappelle, quand je commençais, je faisais des collectes d'habits parce que je n'avais pas les moyens. Je faisais des collectes d'habits pour pouvoir aider ces enfants talibés. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut qu'il y ait des déclic, pour que je puisse faire une action vraiment concrète. Et je me rappelle bien, la première action a été financée par la vente de mon portable. La première action, c'était un ndogu. Pour ceux qui ne connaissent pas le ndogu, c'est à la fin de la journée, la coupure pendant le ramadan, à la fin de la journée. Donc nous avons, je vais dire, avec mon équipe, donné la possibilité à ces enfants de pouvoir couper le jeûne. Ton équipe, dans un premier temps, c'était qui? C'était tes amis? C'était ta famille? C'était qui? Ma famille d'abord, parce que mes amis n'étaient pas trop chauds pour m'aider. Je me rappelle bien, il y avait un ami, Hassan Kamara, que je salue au passage, qui m'a beaucoup aidé.
c'est lui que je prenais par force. Je ne demandais pas son avis. Parce que je devais avoir quelqu'un au moins pour m'accompagner dans les démarches et aller dans les daras pour parler au marabout. Donc il était là, il m'accompagnait. On était deux. Vous étiez environ combien de personnes au départ? 2 personnes. Pas que 2 au Moi départ. et Hassan Kamara. C'est par la suite, vers 2010-2011, que les membres ont commencé à venir. Jusque-là, nous sommes maintenant une vingtaine de personnes. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Alors Djibril, est-ce que parmi ces enfants de la rue que vous soutenez, il y en a qui ont pu s'en sortir, qui ont pu apprendre un métier, devenir autonomes? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour les sortir définitivement de la rue? Autonome, pas encore. Mais il y a un concept qui a vu le jour il y a de cela 1 an, Éducation pour talibés, qui permet à ces enfants talibés de recevoir des cours de français au sein même des daras. Et ces cours sont reçus par les enfants âgés entre 4 et 14 ans, et les plus âgés vont bénéficier des formations suivant leurs vœux et leur volonté, bien sûr. Donc je peux dire que d'ici 5 à 10 ans, c'est un peu réaliste, nous aurons peut-être des modèles de talibés qui pourront inspirer leurs semblables. Parce qu'on est en train de faire les démarches pour trouver des partenaires dans ce sens. Il y a des talibés qui ont commencé à faire de la couture, des formations en informatique. On aimerait pouvoir étaler cela sur d'autres daras parce que là, c'est le début. Nous avons pris le dara de Niaytari qui nous sert de dara pilote. Et Inch'Allah, si tout se passe bien là-bas, je pense que d'ici 10 ans, nous pourrons dire que voilà, tel talibé, ce grand couturier, c'était un talibé. Ou bien ce grand footballeur, c'était un talibé. On peut rêver. Alors aujourd'hui, après toutes ces années, est-ce que tu reçois suffisamment d'aide pour soutenir ces talibés? Suffisamment d'aide, non. Non. Parce que, comme je dis souvent, il y a le gouvernement qui est là, les ONG sont là. Je pense que s'ils voient des jeunes comme nous qui sont là pour des impératifs sociaux, ils doivent les soutenir. Je ne parle pas que de notre association, parce qu'il y a d'autres associations qui sont là et se battent jour et nuit pour le bien-être de ces enfants talibés. Les ONG, l'État, je pense que nous devons arriver à mutualiser nos efforts, travailler ensemble pour le bien de ces enfants. Nous ne recevons pas suffisamment d'aide et c'est ce qui nous fait mal par moment. Parce que nous faisons des choses, des actions qu'ils se devaient de faire. Donc nous, quand nous le faisons, ils doivent nous aider, ils doivent nous soutenir. Tout à fait, mais est-ce qu'aujourd'hui, au sein du gouvernement, est-ce que tu as des personnes qui t'écoutent? Bien à sûr. Qui tu peux parler? Bien sûr. Je suis souvent en contact et je le vois d'ailleurs souvent, Monseigneur Diouf, qui est le directeur de la protection sociale de l'enfance, lui, il nous aide par moment. Mais je dis que ce n'est pas suffisant. Tout à fait. Concernant les autres ONG, nous n'avons pas encore la chance de recevoir le soutien. J'espère que ça va venir. Alors Djibril, en choisissant justement de te consacrer quasiment entièrement à cette noble cause, comment arrives-tu à faire face à tes charges, je dirais, journalières, parce que tu as tes études, tu as ton entreprise? Bon, je dirais que je m'en sors bien. Je m'en sors bien parce que, voilà, Dieu merci. J'ai eu à faire quelques boulots dans des entreprises de la place et je suis un entrepreneur aussi. Donc, il y a eu un moment où je vendais des poulets. Voilà. C'est moi qui les élevais, je les vendais par la suite à des restaurants ou bien à la famille. Donc, sur ce côté, je m'en sors bien. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais bien rejoindre une entreprise pour mettre en place mes compétences à un moment donné, pour pouvoir d'ailleurs plus pour aider les enfants talibés, mais aussi je veux bien créer ma propre boîte. Voilà. D'accord. Alors, si tu devais faire un bilan, quelles sont les actions les plus marquantes que ton organisme a pu mener pour le bien-être de ses enfants? Je commençais par dire Korité pour tous. La Korité, pour ceux qui ne savent pas, ça marque la fin du Ramadan. Oui. Et pendant ce jour, tous les enfants ont hâte
D'être habillé dans de beaux habits, partager un super repas, aller à la mosquée. Ouais. Donc les talibés sont marginalisés et eux, le jour de la Korité, ils sont là à faire la mendicité. Donc nous avons lancé un concept qui leur permet de fêter dignement, je vais dire, cette fête. Comme tous les enfants de la terre. Comme vous le voyez sur les images, ils sont bien habillés, ils vont à la mosquée. Nous laissons nos familles et nous en créons une autour de ces enfants-là. Nous passons toute la journée de la Tabaski avec ces enfants. Mis à part cela aussi, il y a le concept Education for Talibé dont je parlais tout à l'heure qui permet aux enfants d'apprendre le français. Il y a aussi la rénovation des daras parce que les talibés ne sont pas dans de bonnes conditions. Donc pendant l'hiver, c'est vraiment difficile pour eux. Clair. Donc nous faisons de notre mieux pour leur donner des couvertures et des habits chauds pour qu'ils puissent passer un hiver au chaud. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en ce moment, ton organisme et toi? Le financement. Le financement. Parce que souvent nous avons des actions où voilà, le financement ne suit pas. Donc nous nous retirons ou bien nous attendons qu'il y ait des personnes de bonne volonté. C'est vrai que les membres font un travail remarquable. Bien sûr. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que nous voulons aller au-delà de ce que nous faisons actuellement. Tout à fait. Nous avons des ambitions plus grandes que ça. Tout à fait. Le financement et je dis aussi le fait que nous ne croyons pas en nous. Nous ne croyons pas en nous. Je vais juste dire une petite anecdote. J'étais dans une entreprise de la place et je devais déposer une demande de partenariat. Donc, comme moi je sais le système des dépôts de lettres, les lettres sont rangées aux oubliettes. Donc moi j'ai demandé à avoir un responsable. Donc j'ai fait le forcing, j'ai quand même bien parlé pour voir le responsable. Et là ils m'ont dit non, il faut prendre rendez-vous ou bien pour revenir. Parce qu'il y avait possibilité, pourquoi j'avais fait cela? Parce qu'il y avait possibilité de voir au moins un responsable. Donc je suis parti parce qu'à un moment donné ça allait tourner au vinaigre. Donc je suis parti. Donc l'année suivante, ou bien quelques mois plus tard, j'avais un partenaire européen. Oui. Donc je suis reparti dans cette même entreprise. On nous a reçus le même jour et on nous a donné la réponse le même jour. Donc ce sont des genres de situations qui ne nous encouragent pas. Tout à fait, c'est désolant. C'est désolant. Ouais. Pourquoi cela? Parce que nous ne croyons pas en nous. Et cela fait mal. Tout à fait, nous ne croyons pas en nous, nous ne croyons pas en nos frères. Merci. On préfère croire à d'autres nationalités, je dirais. Nous devons croire en nous, parce que l'Afrique ne se construira pas sans sa jeunesse. Tout à fait. À nous de changer les choses. Exactement. En tout cas, moi, je t'encourage énormément parce que de voir qu'un jeune de ton âge met en priorité justement de s'occuper de ses enfants, c'est fabuleux tout simplement parce que tu as tes études, tu as ta famille, tu as ton entreprise, tu pourrais, comme tous les autres, faire autre chose. Et pourtant, tu as fait le choix de t'en occuper. Merci. Vraiment que Dieu te soutienne. Merci. Alors, nous sommes presque à la fin de ton émission, Djibril. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut te rendre fier? Ma mère. Parce qu'elle m'a beaucoup aidé. Elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Elle m'a toujours soutenu. Je fais un coucou maman et merci d'être là. Le sourire des enfants aussi. Voir ces enfants sourire joyeux, ça me donne beaucoup de plaisir. Et ça me rend fier. Ouais. Et je le dis que voilà, le meilleur est devant nous. Et Inch'Allah, nous allons arriver à changer leurs conditions de vie. Nous allons les retirer de la rue, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors Djibril, comment tu vois ton association dans 5 ans, dans 10 ans? Dans 5 ans, dans 10 ans, j'espère que nous aurons des talibés qui vont exprimer le semblable de par leur réussite. Nous espérons qu'il y a moins de talibés dans la rue. Et j'espère que dans 30 ans, l'association sera fermée parce qu'il n'y aura plus d'enfants talibés dans la rue. Nous espérons bien et nous travaillons pour cela. D'accord. Terminé, Djibril, quel conseil peux-tu donner à tous ces enfants de la rue qui vivent des situations difficiles et quel appel peux-tu lancer à tous les téléspectateurs qui pourraient te venir en aide? Je dirais à ces enfants de garder espoir parce que nous faisons de notre mieux pour changer leurs conditions de vie difficiles. Et ensemble, je dis bien ensemble, nous allons y arriver. Je fais un appel à tous les Sénégalais. La situation des enfants talibés doit être un devoir personnel, une priorité nationale. C'est bien d'être conscient que la situation des enfants talibés doit changer, mais c'est encore mieux de poser des actes dans ce sens.
Et je pense bien que si nous arrivons à mutualiser nos efforts, nous arrivons vraiment à changer les conditions de vie difficiles de ces enfants talibés. Et ce phénomène, ce fléau sera derrière nous dans peu de temps. Mais pour cela, il faudra que l'on agisse vraiment et que l'on pose des actes concrets. Ce phénomène, ce fléau sera derrière nous dans les jours à venir. Si on s'y met tous, c'est bien possible de le faire. Et on va le faire, Inch'Allah. Alors, merci Djibril d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous te souhaitons le meilleur, toi et ton organisation dans les activités. Et encore une fois, félicitations pour ton courage, pour tout ce que vous entreprenez tous les jours, pour le sacrifice que vous faites, parce que des fois, vous mettez votre vie de famille aussi un peu en péril pour ces enfants. En tout cas, vraiment beaucoup de courage. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, quant à nous, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv. Même chaîne, même heure. Que Dieu vous garde. La semaine prochaine, dans Leitmotiv. Au Sénégal ou en Afrique, c'est que les jeunes n'ont pas forcément le choix. Après le bac, tu te retrouves à choisir une filière parmi, voilà, tu en prends, je vais dire, le moins mauvais, mais celui en tout cas qui pourrait te permettre de pouvoir voyager, d'aller à l'étranger et tout. Donc tu ne choisis pas forcément ta filière. C'est un honneur. Moi, je le perçois comme un honneur, c'est peut-être le fruit de ces années d'études, mais au moins ça a eu le mérite de prouver que c'était possible et que déjà, au-delà de tous les clichés, qu'on pouvait bien sortir major d'une promo d'une école 100% marocaine, juste en travaillant. Donc c'était une partie de ce qui m'a permis en tout cas de m'intégrer fortement dans le monde professionnel marocain. Et puis voilà. J'ai commencé déjà très bas. On a commencé avec le lait dans une société de distribution. La structure se trouvait un peu à plus de 80 km de Casablanca, dans une zone rurale où il n'y avait pas de taxi. Donc pour pouvoir y aller, il fallait prendre le taxi blanc et à un moment marcher quelque chose comme 10-15 km. Et voilà, ça c'était le début. Mais je l'ai quand même pris parce que j'avais besoin de cette expérience. Et c'est cette expérience aujourd'hui qui m'a... Exactement. C'est le fait de te taper tous les matins et tous les soirs 10-15 km en te disant « Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu as une vie correcte à Dakar. Tu n'es pas obligé de t'infliger tout ça, mais de le faire quand même parce qu'on a ce besoin d'apprendre et de prendre en tout cas le meilleur de nous-mêmes. Le déclic, c'est parti d'un marché où on s'est réellement rendu compte que finalement, sur le métier du courrier, de la messagerie, du transport, il n'y avait pas d'Africains, il n'y avait pas de Sénégalais. On ne consommait que les multinationales. Donc on s'est dit, on a l'expertise, on a les moyens, on est jeune. S'il faut qu'ils s'apprennent 100 ans, il faut au moins qu'on commence quelque chose pour les générations qui viennent. La vie d'un entrepreneur, c'est... Voilà, le matin, tu peux être découragé, le soir, tu as la pêche, c'est ça. On vit avec ça. Maintenant, c'est peut-être le désir et l'envie et surtout aimer ce qu'on fait. Quand on aime ce qu'on fait, on ne cherche pas in fine à savoir est-ce que c'est rentable. Non. Au début, c'est la passion, c'est la fougue de la jeunesse. On cherche à montrer qu'on est capable. Donc voilà, ça c'était mon leitmotiv, c'était de pouvoir prouver que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas arriver à faire des choses comme des grands. Alors Djibril, est-ce que parmi les enfants que vous soutenez, que tu soutiens, pourquoi tu as mis vous? Ah ok, d'accord. Tu vas reprendre au moment où tu dis un partenaire Toubab, tu dis un partenaire européen, parce que sinon Toubab ça va faire un peu bizarre, les blancs vont dire ah non mais... On dit quoi? La fin de la Ramadan. Voilà. La fin du Ramadan. La fin du Ramadan, voilà. Donc,